Un nouveau Majin apparaît. Qui est-il? À quoi servent les Saibamen ici? Et quel secret se cache derrière leur existence? À quoi ont donc servi les retrouvailles entre le groupe de Goku et celui de Vegeta? On va voir ça maintenant dans ce DB Review. Salut les CN, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On est content, épisode 9 de Dragon Ball Daima, c'est la réunion habituelle hebdomadaire qu'on a avec vous, évidemment c'est review, analyse autour des épisodes de Dragon Ball. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, du coup. Avec deux choses, comme vous savez, d'un côté, l'abonnement, on compte sur vous, vous êtes nombreux à ne pas le faire, on le voit dans les statistiques, alors on compte sur vous, explosez-moi ce compteur d'abonnement. Montrez-nous votre motivation à le faire. Voilà. Et deuxième chose, on va directement tout de suite partir sur l'histoire avec un petit synopsis avec au scénar, comme d'habitude, Yuko Kakihara. C'est parti. Il ne reste qu'une demi-journée avant l'arrivée de notre petit groupe auprès du Warp pour changer de Makai. En attendant, ils partent à l'hôtel plutôt que de camper, incités par Pansy qui veut enfin pouvoir prendre une douche et dormir à l'aise. Mais arrivé à l'hôtel, Goku est démasqué et deux Majin lui ravissent la Dragon Ball, 3 étoiles dûment gagnées dans l'épisode précédent. Heureusement, Goku la récupère, bien aidé par le système de localisation placé dans le sac par Pansy. Puis, ils partent rejoindre le groupe de Vegeta qui s'est fait voler son avion par un autre groupe de Majin. Après une petite visite de courtoisie, ils les laissent en plan et repartent en direction du Warp, tandis que Vegeta et Piccolo s'emploient à vaincre les Majin qui leur ont dérobé leurs moyens de transport. Dans le premier Makai, la grande sorcière Mahaba termine de mettre au point le nouveau Majin commandé par Alinsu. Il s'appellera Majin-Ku. Voilà pour le petit synopsis qui nous rafraîchit la mémoire, c'est toujours bien avant de se lancer dans une analyse. On va voir ce qu'on apprend avec cet épisode. Pansy fait enfiler à Goku un bonnet d'ourson pour lui couvrir les cheveux afin que les Majin, ayant entendu la rumeur de sa victoire sur le Tamagami, on en parlait, ne le reconnaissent pas. Mais le plan échoue dès lors que le bonnet commence à le gratter. Il est reconnu par des Majin ayant entendu la rumeur de sa victoire et il compte prendre sa Dragon Ball pour la revendre et non pas pour faire exaucer un souhait. Goku semble toujours autant détester l'idée d'aller prendre un bain, on le voit dans cet épisode, même si comme à chaque fois, il est refait une fois qu'il s'est baigné, c'est un vrai gamin dans sa tête. Et sinon l'appareil GPS et de communication de Pansy sert bien de détecteur également, / Dragon Radar, ici entre guillemets, comme je l'avais théorisé au tout début, rappelez-vous, avant même que Pansy apparaisse véritablement dans la série, puisqu'ici en fait elle a tout simplement placé un émetteur dans le sac de la Dragon Ball, ce qui permet de la tracer. Il existe des Majin capables de changer de forme dans ce Makai. Il s'agit potentiellement là de la magie de ce Majin qui peut alors se changer en loup. Bulma et les autres aussi se font voler leur avion, tout ça car, comme avec Goku, Vegeta a mis la pâtée à des Majin dans un bar la veille. Décidément, ceux qui foutent la merde n'aiment pas trop qu'on leur mette le nez dedans, même si c'est mérité. Et il existe un jeu des zombies qui éclate bien Ibis. Il s'agit d'aller dans la forêt des zombies qui existent à proximité et d'éliminer un maximum de ceux-ci. Celui qui en a vaincu le plus gagne, tandis que celui qui se fait mordre perd. C'est aussi simple que ça. Un jeu qui n'enchante personne visiblement. Sinon Ibis possède peut-être le man au third eye. On en avait parlé dans les prédictions de Baba. En tout cas, à en juger par cet objet attaché à sa drôle de ceinture. Il raconte l'avoir trouvé dans les montagnes et se l'être mis, se l'être accroché à la ceinture, et comme par hasard, cette scène enchaîne sur la scène de Goma et Degues, où le petit Daimao déclare à la toute fin qu'il aurait dû demander à Shenlong le troisième œil, plutôt que de faire rapetisser Goku et les siens. On en reparle tout à l'heure. Et sinon, la vieille sorcière Mahaba déclare aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'elle possédait autrefois suffisamment de graines de Saibamen pour en revendre dans le monde extérieur. Faites attention, selon la VOSTFR que vous avez, cette précision n'est peut-être pas dans votre version. Et ça c'est un gros manque, parce que du coup on pourrait se poser la question d'où viennent les Saibamen. S'expliquer là. A priori, on a peut-être cette explication de l'origine de ces monstres. Autrefois, dans les années 90, on nous laissait entendre qu'ils étaient créés par un scientifique Saiyan, c'est ce qu'on avait dans les guidebooks, mais plus récemment, Toriyama Sensei avait expliqué qu'ils avaient été trouvés par les Saiyans sur une planète de l'univers. Il y a donc fort à parier que c'est Mahaba qui les a également créés, ou tout du moins, c'est à elle qu'appartenaient à l'origine ces graines. Elle les a ensuite revendues, expliquant ainsi leur apparence monstrueuse et leurs oreilles pointues peut-être. C'est d'ailleurs Alinsu qui propose d'utiliser une seule des deux graines de Saibaman. Elle laisse entendre que Mahaba a créé Majin Buu tout à fait par hasard. Une graine de Saibaman devrait donc ici permettre de stabiliser le nouveau Majin, afin qu'il obéisse là encore. C'est une seconde précaution, en quelque sorte. Majin-Ku, c'est son nom. Après Majin Buu, Majin-Ku. On reste donc sur le syllabaire japonais katakana avec un U qui sert à prolonger la première syllabe.
Et déjouant tous les pronostics, Alinsu envoie Majinku affronter le Tamagami No.1 et récupérer la Dragon Ball du premier Makai. Voilà qui risque fort de contrecarrer les plans de Goku et les siens, qui ne s'intéressent justement qu'au Dragon Ball pour l'heure. Quitte même à dire à Vegeta et les autres d'aller s'occuper de Goma. On va s'intéresser maintenant aux petites références qu'il y a dans cet épisode avant de vous livrer nos commentaires par rapport à ce scénario. D'abord, première référence, tout comme Bulma au début de la série Dragon Ball, Pansy ne supporte pas l'inconfort et elle n'avait qu'une hâte, prendre sa douche et dormir au chaud. C'est une princesse après tout. Le campement, très peu pour elle, et c'est pour ça aussi peut-être que les deux filles sont faites pour s'entendre. J'en ai parlé sinon dans les prédictions de Baba, et j'avais vu juste, notre petit groupe se rend effectivement à l'hôtel, se font effectivement voler sur place. Pansy, tout comme Pan, n'avait qu'une hâte, se doucher, et Goku enfile un couvre-chef. Puis fait de l'exercice dans une tenue qui n'est pas à lui, ce qui nous rappelle là encore l'épisode 3 de Dragon Ball GT. Et dans Dragon Ball GT, c'était leur Dragon Radar qui se faisait gober à l'issue de ça, ici c'est la Dragon Ball, mais elle est récupérée heureusement. L'histoire de l'avion volé refait aussi surface, et c'est cette fois le groupe de Vegeta qui en est victime, comme Max l'a dit tout à l'heure. Décidément, ce Makai. Pas sortir la nuit, faut pas laisser tes objets dehors. C'est dangereux. Et on peut lire sinon le mot Hotelu, donc hôtel en japonais sans trop de difficulté sur la devanture du bâtiment, malgré la typo miroir Majin. Tout comme Goha et Zamasu dans Dragon Ball Super, Shin, ici, semble aussi beaucoup apprécier boire une petite tasse de thé régulièrement. Et tout comme Yajirobe, Hybeast trouve par hasard un objet sacré et se l'attache. Yajirobe avait fait un collier avec la Dragon Ball à une étoile, souvenez-vous. Hybeast fait ici une ceinture avec le troisième œil. Les deux personnages sont assez semblables à plusieurs endroits, puisqu'ils sont égoïstes et bien portants et conduisent nos héros quelque part. Lorsque les combats débutent, ils s'éclipsent, et tout comme Yajirobe qui mangeait tranquillement ses gâteaux Sembe dans l'anime pendant l'entraînement au sanctuaire de Dieu, Hybeast en fait de même ici pendant que Vegeta et Piccolo règlent leur compte avec les Majin. Sinon, la scène de sortie de l'appareil avec Goku qui fait Os, donc salutations à ses amis, nous rappelle bien sûr une scène identique dans Osketekta Son Goku ton Nakamatachi, où Son Goku et ses amis sont de retour, l'ONA, sorti en 2008, tout premier programme animé Dragon Ball grand public à sortir depuis Dragon Ball GT en 1997. C'était aussi le premier programme sorti d'abord pour Internet au passage. On vous livre nos commentaires. Allez, let's go. Alors pour commencer, je sais pas ce que tu as pensé de ces personnages, mais même s'ils sont assez anecdotiques, les deux Majin qu'on voit à l'hôtel là, pour une fois, on a eu des méchants de seconde zone intelligents, j'ai trouvé. Parce qu'ils ont directement déduit que dans le sac il y avait la Dragon Ball, voilà, la forme sphérique ne laissait pas de doute à ça, et puis finalement la rumeur leur est parvenue aux oreilles, et ils en ont déduit que c'était bien Goku quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils sont un petit peu plus intelligents, ils mettent en place un plan très rapidement. On sent qu'ils ont l'habitude des larcins, mais j'ai quand même trouvé. Alors, j'étais mi-figue, mi-raisin sur la réaction de Goku. C'est-à-dire que je trouvais qu'effectivement, ça a bien aidé le scénar, etc. Et je peux comprendre, Goku, voilà, dans sa naïveté, ça lui gratte, il enlève son bonnet. Et d'un autre côté, c'est pas le Goku qui a 12 ans, c'est le Goku qui a une cinquantaine. Ah, j'arrondis. Ouais, quarantaine. Donc. Ouais, parce que cinquantaine, voilà. On n'est pas encore à la fin de... On n'en est pas encore. Mais normalement, à cet âge-là, aussi naïf soit-il, même si ça te gratte comme ça dans un hôtel où tu sais que tu peux être vu et tu passes à côté, tu les vois, les gars. Tu fais l'effort. Tu vois. Au pire des cas, moi, il aurait dû dire à, je sais pas, à Pansy ou à Glorio, dépêche-toi, ça me gratte et tout, je vais enlever mon truc. Mais j'ai trouvé facile qu'il enlève son truc et que du coup, c'est lui. Voilà. Mais ça, c'est en termes scénaristiques. À son âge. En termes scénaristiques, je comprends. Après, du point de vue de Goku, moi, ça m'a pas gêné du tout. Franchement, le personnage est vraiment comme ça. Hein. Il est pas du genre à enfiler des trucs qui lui plaisent pas. Et même l'anime avait exploité ça à un moment donné dans le 8ème film DBZ où Titi le force à porter un costume pour aller inscrire Gohan à l'école. Il aime pas du tout. Dès qu'il peut, il change de fringue et il remet son dogi. Donc non, moi ça m'a pas gêné. C'est pas Goku, c'est pas le point de vue de Goku qui doit enlever son truc. En plus, il est à l'hôtel, il se croit safe là. Donc c'est pas ça qui m'a gêné. Mais effectivement, certes. Le fait que, comme par hasard, là, ses cheveux qui étaient bien cachés ne le sont plus, aide forcément les Majin à le reconnaître, on va dire. Et sinon, justement, vu qu'on est sur cette scène, Shin et Pansy se demandent comment Glorio peut avoir autant d'argent. Sachant que, comme le dit Pansy, le roi Kadan est plutôt radin, donc il risque pas de payer avant la fin de la mission. Et je me dis que c'est peut-être un premier indice pour Pansy, qui va peut-être commencer à douter de Glorio petit à petit dans les futurs épisodes, un peu comme Shin depuis un moment. D'autant que l'épisode prend le contre-pied de ça, j'ai trouvé, avec Glorio qui vient féliciter Pansy. Elle semblait en plus le trouver cool dans l'épisode 6. Donc j'imagine que renforcer ces liens entre les personnages, une amitié entre les personnages, ça permet plus tard de renforcer l'impact de la découverte d'une trahison. Ouais,
Je suis totalement d'accord avec ce point de vue-là et j'y rajouterai même un truc. Ça va renforcer l'impact d'une éventuelle trahison et ça va justement aussi permettre de pallier cette trahison au profit d'un Glorio qui va se ranger du côté de ses nouveaux amis. Parce que tu as développé des liens, tu as développé des choses. Il a suivi jusqu'au bout ce qu'on lui a dit de faire. Oh, trahison, oh là là. Mais en fait, je me suis quand même bien éclaté avec eux et c'est eux mes vrais amis. Et désolé les copains, je suis avec vous en fait. Voilà, caricature, mais... Donc ouais. Mais c'est bien, parce que c'est subtilement, tu vois, c'est comme les graines de Cyberman. C'est planté subtilement par-ci, par-là, pour faire germer la fleur un peu plus tard. C'est bien. La fleur et non pas la flore intestinale, même si Goku il va manger après sa petite douche. D'ailleurs, il se fait gronder par Pan, j'allais dire, mais c'est Pansy. Mais franchement, c'est les mêmes interactions entre Pansy et Goku. Là, c'est pareil que Pan et Goku dans Dragon Ball GT. Donc là, j'ai pas insisté, j'ai pas mis ça dans les références, mais franchement, c'est pareil. Et sinon, j'ai bien aimé la petite subtilité de l'avion qui n'a pas été volé pendant la nuit. Ah tiens, il n'a pas été volé. Et puis t'as Glorio qui dit, bah je doute qu'on vienne voler un avion de la police militaire. Mais ils viennent de faire quoi, eux, en fait? Tu vois, ça m'a fait rigoler, quoi. Ouais. Après, bon, ils sont un petit peu plus peut-être brûlés et Glorio reste encore mystérieux aussi dans son truc. Peut-être que ceux qui sont vraiment Makai pour Makai, Larcin pour Larcin, ils savent. Ouais, ils savent que sinon ils vont se faire... Déjà, ils ont un collier, donc la police militaire, elle viendrait après eux. Voilà. Elle les attrape, tu vois. Et sinon, bah, comme j'avais anticipé, Goma apprend enfin l'arrivée de Goku et des autres dans le Daimakai et la récupération d'une Dragon Ball par la même occasion. Une scène bien amenée, j'ai trouvé, bien rigolote en plus de ça, sur laquelle on reviendra notamment dans l'animation. Piccolo pointe le fait qu'ils auraient dû venir avec Kibito. Tu te rappelles qu'on en avait parlé, c'était un des points, une des facilités scénaristiques, on va dire, qu'on avait pointé du doigt pour l'épisode 7. Ben, c'est bien Piccolo de constater ça maintenant. Ouais, c'est pratique. Ils se font chier, ils ont attendu je sais pas combien de temps. Ils voient le fait qu'ils sont en train de réparer un vaisseau, etc. Alors que si au début il avait dit, bah au pire, tu nous déposes et puis tu repars toi. Bah, c'est ça. Il a le déplacement instantané. Enfin, le Kaikai, lui, il l'utilise, ce qui permet de se déplacer rapidement, normalement, entre un endroit et un autre, même entre plusieurs mondes. Évidemment, il y a des règles qui restreignent l'utilisation du déplacement instantané dans le Daimakai. Ça nous est expliqué. On ne peut pas passer, par exemple, d'un Makai à l'autre facilement. Mais Kibito aurait largement aidé pour se déplacer de l'endroit là où ils sont en galère, vu qu'ils n'ont plus de vaisseau, jusqu'au Warp, tu vois. Ils y seraient en un clin d'œil. Voilà, bah, ils sont bananes. Un peu plus en galère. Ils sont bananes, doublement bananes d'ailleurs, hein, parce que on retrouve les interactions. Je te laisserai dire ce que tu penses sur ça, mais ils sont mis en plan en 2-2. Moi, ça m'a tué. C'est clair. Mais je me suis dit, franchement, là de ce point de vue-là, je me suis dit, à quoi ça sert ? Il y a de l'abus. Je me suis dit, à quoi ça sert ? Franchement, le truc que j'ai aimé, évidemment, c'est les interactions, c'est ça entre les personnages, c'est ce que j'ai mis dans mon conducteur, hein, c'est pour ça qu'on en parle. Et à peine se retrouve-t-il là-bas, bah, finalement, on retrouve immédiatement les interactions entre Goku et Vegeta, par exemple, qu'on connaît depuis une trentaine d'années, et franchement, ça fait du bien. Tu vois, on les a pas vus ensemble depuis juste quelques épisodes, mais t'as l'impression de retrouver ça immédiatement, en une fraction de seconde. Et ça, j'ai bien aimé. Par contre, effectivement, je trouve que c'est une facilité scénaristique de ouf. Parce qu'ils se retrouvent enfin, et plutôt que partir tous ensemble, bah, ils se séparent à nouveau, et finalement, bah, ça servait à rien, leur retrouvaille. Ouais, Goku, rien à foutre. Bon, allez, nous, on a un truc à faire avec Chos, hein, vous êtes qu'à aller chercher Goma, là. Rien à balai. Bah, du coup, ils vont aller se mettre certainement en route pour aller latter Goma, puisque Goku, on voit qu'il est surtout intéressé par les Dragon Ball, et je me demande si au final ils vont pas se rejoindre, tu sais, au premier Makai, lorsqu'ils seront très certainement embêtés par Alinsu et c'est Majin. Ouais, très très possible, mais tout ça on en reparlera peut-être éventuellement dans la prédiction de Baba et des choses qui vont se recouper. Faut pas louper les prochains formats où on théorise, et on a besoin de vos théories aussi, donc suivez bien la chaîne. Suivez bien, on va parler de la réalisation cette fois, comment a été fait cet épisode. Il a été réalisé et storyboardé, donc celui qui a décidé à la fois des plans et à la fois de ce qu'on voit visuellement, c'est Takao Kiriyama. Ça fait quelques épisodes d'ailleurs, maintenant depuis le 7ème, qu'on n'a pas vu Yoshitaka Yashima au storyboard. Cette fois, c'est encore pas lui. Mais pour ceux qui voient pas qui est Kiriyama, sachez que c'était déjà lui sur l'épisode 3 à la réalisation. Et il était également sur plusieurs épisodes de Super Dragon Ball Heroes. J'ai l'impression qu'on le met aussi souvent sur des épisodes aux ambiances tamisées, tu sais, où il y a des petites batailles de bar, visiblement en tout cas sur Daima. J'ai trouvé son storyboard intéressant, avec des travelling inattendus, comme tu sais, l'arrivée à l'hôtel, avec ce plan qui débute en dessous de l'accueil de l'hôtel et qui remonte jusqu'aux visiteurs, limite qui sont vus comme des intrus ici.
Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Il a joué sur les plans. Tu vois, même quand on découvre les bandits là qui veulent s'en prendre à Vegeta et Piccolo, on a tu vois, des trucs en contre-plongée pour leur donner une sensation de grandeur, tu vois, aux monstres, ou même entre les jambes. La caméra se met entre les jambes. On a l'impression qu'ils sont monstrueusement démentiels, alors que bon, Alors que voilà, vous bon, non. connaissez la suite. Ouais, ouais. Sinon, il est doué pour les passages de nuit et les petites ambiances avec des lumières, je disais tamisées, mais il y a peut-être un autre mot pour ça. Mais le passage de boîte de nuit, j'ai trouvé qu'il était drôlement réussi. Ça aurait pu être dans un autre animé, tu sais, Cowboy Bebop ou je sais pas quoi. Ouais, J'ai de bien fou. aimé, franchement. Ambiance cyberpunk comme ça, rose, bleu, les reflets qui sont du coup sur toutes pas les rebords, mais ouais, si, les 1 ou 2 centimètres de rebord, Ouais, le comme un contour. contour, une sorte de lueur interne en fait. Et c'était bien senti parce que c'est ça. Non, non, vraiment bien, j'ai bien aimé ça. Et pareil, sa scène de combat, notamment celle de Vegeta, j'ai trouvé que c'était inspiré et qu'il y avait de bonnes références à Dragon Ball Z. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et tout ça, c'est aussi dû au talent des animateurs. En direction de l'animation, on avait 2 directeurs de l'animation, Shun Sawai et Hiroyuki Honda, qui ont permis d'homogénéiser le travail des différents animateurs clés. Il y en a eu beaucoup. Shun Sawai, on l'a vu rapidement dans la vidéo dédiée à l'opening de Daima, c'est un très gros fan de Dragon Ball. Vous l'avez aussi vu animer la scène du sacrifice de Vegeta dans l'épisode 1 de Daima. Il est directeur de l'animation ici et est donc chargé de superviser et corriger les animateurs clés et l'animation générale de l'épisode en compagnie de Hiroyuki Honda, très visible sur la deuxième moitié de l'épisode avec un style plus anguleux. Vous l'avez peut-être vu à l'animation clé sur Fire Force ou encore sur One Piece Stampede. Grâce à eux, l'épisode a sa propre identité graphique. Mais également grâce à Yuya Takahashi, qui intervient encore une fois en tant que directeur en chef de l'animation, il a permis d'homogénéiser encore un peu plus cet épisode qui a déjà beaucoup d'animateurs. Et son trait propre et défini à mi-chemin entre le meilleur de Yamamuro et le character design actuel de Nakatsuru, pour moi ressort, c'est-à-dire qu'on retrouve des visages un peu plus toriyamesques et nos personnages justement arborent plus de nuances. On a même au moins 3 degrés d'ombrage ou de reflets différents sur les visages. Je trouve qu'en définitive, du coup, c'est plus soigné, tu vois. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, tu vois, le fait de souligner qu'il y a eu toutes ces corrections, c'est bien parce que je l'avais senti malgré qu'il y ait des corrections. C'est-à-dire que tu sens l'hétérogénéité en nombre des Totalement. animateurs. Enfin, beaucoup plus que certains épisodes. J'ai beaucoup plus senti en disant, ah tiens, là, je sens que c'est pas... Ça, ah là, ça a changé. Ah là, il y a un nouvel animateur qui est sur sa scène. Ça se sentait un peu plus. Mais l'homogénéisation fait que, bon, c'est comme des fondus qui se marient à l'œil et ne créent pas une fracture, tu vois. Mais je pense que s'il n'avait pas été là, il serait beaucoup plus décousu visuellement l'épisode. J'en suis quasi sûr. Ouais, 2 directeurs de l'animation, 1 directeur en chef et 4 personnes aux corrections, dont Yamamuro. Donc ça fait énorme. Ça fait beaucoup, 15 animateurs clés et 17 crédits en Daini Genga. Énorme. Je vous ai parlé des Daini Genga déjà dans une vidéo précédente. Donc ouais, c'était pas mal homogène, mais on retrouve des animateurs qu'on aime bien et qu'on a vu assez récemment, dont Sanda, qui a animé pas moins de 48 cuts sur cet épisode. Encore une fois, un nombre incroyable de plans animés. Alors il a déclaré sur Twitter avoir animé toute la scène de combat de Goku versus les 2 Majin, du moment où il s'échauffe jusqu'au moment où Panzi et Glorio se check. L'action, franchement, est propre. Le naturel de Goku qui s'échauffe est remarquable, et c'est d'ailleurs assez rare en plan serré comme ça dans Dragon Ball. L'animation de Sanda permet de voir aussi que les Majin ne sont pas en reste en termes de vitesse, mais également qu'ils maîtrisent encore parfaitement les attaques de Glorio. Il avait déjà animé une partie du combat Glorio contre Goku dans l'épisode 6, rappelez-vous, et le revoilà sur le même type de scène. Il commence à compiler aussi pas mal de scènes où Goku vole à toute vitesse et où Glorio attaque. Une preuve encore, s'il en fallait une, que le staff de Toei confie aux animateurs des scènes évidemment sur lesquelles il gère. Ouais, ça fait plaisir, hein. Franchement. Sanda, beau gosse, et puis forcément, plus il va faire, plus il va devenir meilleur. Je sais pas si ma phrase est française, mais non, mais c'est logique, hein, ouais. Et on sent quand même de plus en plus, je trouve, d'aisance et de fluidité. Lui qui était déjà bon, mais ça se parfait d'épisode en épisode et d'expérience. C'est chaud, c'est top. Je sens aussi qu'il step up pas mal sur Daima, et ça aide bien. Et step up, petite dédicace à quelqu'un qui avait laissé un commentaire pour les anglicismes. Ça fait plaisir. Sinon, outre notre animateur français, on avait aussi le retour de Hitoshi Inaba sur cet épisode. Après l'épisode 7 où il a fait une furtive apparition, et c'est aussi une grosse surprise, puisque cet animateur clé de DBZ est devenu très discret depuis un moment et ressort assez peu sur la licence, malgré sa présence quand même sur 25 épisodes de Dragon Ball Super ou encore sur les derniers films en animation 2D.
C'était un très grand animateur à l'époque des années 80-90, chez Toei avec notamment des licences comme Sailor Moon ou Senseiya sur lesquelles il excellait, de même qu'évidemment Dragon Ball Z, je l'ai dit, où il était très reconnu pour ses effets d'aura et ses éclairs. C'était un peu le roi de la foudre à l'époque, si bien qu'on aurait totalement pu l'attendre sur la scène animée par Sanda. Et cet épisode a beau être plus calme, on a quand même 2 scènes d'action, voire 3, bien que mesurées, qui permettent encore une fois aux animateurs de s'en donner à cœur joie, et justement l'une d'entre elles, c'est cette scène animée par Takeshi Morita, très certainement, la scène de combat de Vegeta en extérieur, bien dynamique, et j'ai trouvé bien plus pointu que d'ordinaire dans le trait, c'était plus agressif, mais je trouve pour le coup que ça colle très très bien à Vegeta. Pareil pour les mouvements, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un combo storyboard mais aussi à l'animateur. Il a très bien calqué le style de combat de Vegeta dans DBZ, notamment Vegeta en Super Saiyan, tu sais, contre numéro 19. Ouais, j'ai senti de ouf. Pour faire un parallèle, souvent, même quand on joue parfois aux jeux vidéo, j'aime souvent à dire que le gameplay tu vois, de Vegeta est très punchy, un peu plus Agressif. violent, tu vois, il est agressif. Et j'ai eu cette même réflexion quand je l'ai vu entrer en action, tu vois, directement cette aura et puis le dynamisme avec des petits ralentis pour montrer l'impact de ses coups et le fait qu'il enchaîne avec aisance dans un monde qui, rappelons-le, a une atmosphère différente. Et donc, il a fallu un temps d'adaptation. Vegeta est déjà adapté et j'ai trouvé qu'il y avait cette agressivité à la Vegeta que j'ai ressenti. Je me suis dit, ah ouais, putain, franchement, Takeshi Morita, il a géré là pour le coup. Donc, ouais, j'ai bien aimé. On retrouve Vegeta, voilà, donc c'est bien. C'est ça. On retrouve Vegeta et un style de combat différent de celui de Goku, et c'est ce qu'on attendait. Pour de l'animation, pour des personnages différents, tu dois nous offrir quelque chose de différent, c'est bien. Notez d'ailleurs que Tadayoshi Yamamoto, ancien character designer de DBZ et puis de Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super, opérait en tant que directeur artistique sur ce combat. Et il a participé à corriger plusieurs plans animés par d'autres animateurs. On avait aussi Kozoe Komatsu, la directrice de l'animation qu'on a vue sur les derniers épisodes, qui effectuait la même fonction. Sinon, sur une scène plus posée, entre guillemets, on peut ressortir Osamu Sakata. C'était la scène où Goma et Deges discutent avec beaucoup de surjeu dans les réactions. Ce que j'ai trouvé particulièrement savoureux, moi, c'est les réactions de Deges, tu sais, avec son visage apeuré. Le fait d'avoir rajouté ce surjeu, un peu ces interactions entre les personnages, ces réactions aussi, rendent tout ça un peu plus... Tu trouves plus d'émotion dans le personnage et t'as plus d'empathie aussi pour Deges, qui se prend les remontrances de Goma, j'ai trouvé. Ouais. Ils ont un jeu un petit peu, un binôme un peu à Clown Blanc et Clown Auguste en fait, dans ce duo où t'en as un qui est beaucoup plus foufou, Goma, et même justement la réalisation, l'animation joue beaucoup sur ça, tu vois, t'as des zooms sur les yeux, la bouche, les expressions, les gouttes égayées, dans la surexpression presque Goma dans tout ce qu'il fait, tu vois, même sa tête à un moment donné qui devient grosse pour l'engueuler, sa bouche qui prend tout l'écran et tout. Et tu l'as dit, de l'autre côté, t'as le Clown Blanc plus calme, plus ok, non mais vous énervez pas en fait, putain, je vais me faire savater et tout. Ouais, c'est vraiment, je vais me faire pleurer et tout. Tu sens qu'il craint la magie de Goma, peut-être. Là, ça nous donne des indices aussi sur Goma. C'est intéressant parce que on l'a tous sous-estimé, clairement, quand on a vu son apparence, quand on a vu aussi le fait qu'il voulait rapetisser nos héros, qu'il en avait peur, qu'il était un peu cas social et tout. Là, vraiment, tu sens que quand même, il y a une menace. Et que il n'est pas le second de Goma pour rien, en fait, Deges. C'est vraiment parce que Goma, c'est le premier. Donc ce qu'avait dit Alinsu par rapport à la magie de Goma est peut-être juste. On va s'attarder à la bande-son rapidement. Kosuke Yamashita, c'est toujours le compositeur évidemment de la série. J'ai trouvé qu'il y avait l'intervention d'une musique sur le passage où Vegeta s'énerve. Je me suis demandé si ça allait pas devenir genre le thème de Vegeta ou quoi, parce que ça collait drôlement bien à la situation. Je l'ai noté, mais je me suis pas fait la réflexion d'aller jusqu'à est-ce que ça va devenir son thème. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit tiens, ça pourrait être totalement un thème pour Vegeta dans la série en tout cas. C'est vrai que de mémoire, elle est bien punchy, et en même temps elle est elle est très Vegeta en fait. Ça fait très je crois de mémoire avec des trucs très donc ouais, peut-être, c'est pas impossible, à surveiller. Et sinon, la musique de boîte de nuit. Franchement, je me suis cru en boîte de nuit, j'en ai parlé tout à l'heure avec la réalisation. Mais en plus de ça, la musique, impeccable, tu vois. Mais ça m'a aussi surpris, je me suis dit, putain, dans Dragon Ball, ça y est, on est en boîte de nuit maintenant. Ouais, mais c'est vrai qu'à part ces deux trucs que tu as soulignés, j'ai pas eu un thème musical ou un truc comme certains épisodes qui me reviennent et où je me suis dit, ah ouais, punaise, là, la musique bien sentie, bien placée, elles sont là.
Mais C'est de là ça. à ce que je m'en souvienne parfaitement, bon, non. Bon, les seiyuu sinon sont toujours aussi bons sur cette série, c'est ça qui est impeccable. En plus, on en voit plein vu qu'il y a une réunion de personnages. J'ai noté une chose intéressante. On parle souvent de parallèle avec Dragon Ball GT. Bah, sachez qu'il y a le seiyuu de Baby qui a fait son apparition dans cet épisode. C'est Yusuke Numata qui fait ici un vulgaire Majin dans le bar. C'est le premier que Vegeta tabasse. C'est celui avec son espèce de faux là. Voilà, c'est anecdotique. Hein. Sinon, bah, on a la voix du nouveau Majin dont on va parler dans la conclusion, Majin Ku. Tomokazu Seki sur le rôle, du coup, c'est Rob Lucci dans One Piece ou encore Hadlar dans le remake de Dragon Quest Dino Daiboken. Ce qui m'a déçu, c'est qu'il soit annoncé avant que nous, on voit l'épisode. C'est-à-dire que l'épisode aussitôt diffusé au Japon, bah, c'était déjà posté sur les réseaux sociaux alors qu'il avait même pas encore été posté sur les plateformes type ADN Crunchyroll. Donc du coup, on a totalement été spoilé de Majin Ku. Ouais, totalement con, pour le coup. Parce que Sans jeu de bon, mots. si tu le teases 2-3 jours avant, bon, tu te dis ça fait partie de ta com. Mais là, t'attends la dernière seconde, minute pour le publier. Bah, bon, bah, respecte la publication internationale. Et puis, je sais pas, j'ai pas trop compris le délire. Ils sont... J'ai un souci avec la com de manière générale. Ils sont pas extraordinaires, je trouve, sur Daima de manière générale. Ouais, c'est clair, ils étaient pas extraordinaires déjà sur Super Hero, ils ne sont pas non plus sur Daima. En conclusion, cet épisode bah, est plutôt... Oh, il est sympathique. Voilà, il casse pas trois pattes à un canard, je trouve. C'est pas un épisode exceptionnel, même vu qu'on a été spoilé de l'épisode non, mais de l'apparence de Majin Ku. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette apparence dégueulasse? J'ai trouvé dégueulasse et je comprenais pas pourquoi il ressemblait à Saibaman. Je me suis dit, comment tu peux partir sur un truc de Majin Buu et le faire ressembler à Saibaman? Heureusement, c'est expliqué dans l'épisode, fallait voir l'épisode, mais bon, quand tu te fais spoiler avant, c'est compliqué de deviner. C'est logique du coup. C'est tout à fait son apparence du coup est tout à fait logique, puisque s'il a des particularités de Majin Buu, bon forcément c'est normal qu'il en ait là, et des particularités de Saibaman, bah forcément tu le retrouves aussi. Ça explique aussi pourquoi il va être totalement obéissant envers Alinsu, vu que les Saibaman bah, ils sont soumis de base. Tu plantes une graine, tu leur donnes des ordres, c'est bon, c'est toi qui diriges. Ça, plus le fait qu'Alinsu, bah, on l'a dit, elle a craché dans la soupe. Normalement, il devrait lui obéir sans problème. Par contre, j'ai bien aimé. En fait, c'est quasiment ce que je préférais, alors que tu vois, je suis pas particulièrement plus fan que ça de sa dégaine, hein, mais elle est logique. J'ai bien aimé cette dernière partie de l'épisode parce que elle nous prend totalement à contre-pied. Là où j'ai trouvé longuet et inutile, je l'ai dit, les retrouvailles finalement, alors qu'on attendait ces retrouvailles, bah elles le sont pas, parce que Goku et tout ça, ils aident en quoi Vegeta et le reste, tu vois. Ils auraient pu communiquer par l'appareil de Pansy. Cette dernière partie de l'épisode, à contrario, elle avance et elle nous prend à contre-pied de ouf. Parce que direct, on va aller taper le premier Tamagami, et Alinsu risque de récupérer une Dragon Ball. Ouais. D'ailleurs, alors je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que j'ai pas mal de choses à dire et à théoriser. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, prédiction de Baba, hein, les amis. Parce que sinon la review va être beaucoup plus longue et c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais je te rejoins. Beaucoup de raccourcis scénaristiques acceptables, on va dire ça comme ça, parce qu'ils ont surfé sur, comme je disais tout à l'heure, sans me répéter, mais des choses logiques. Mais du coup, ça rend l'action un peu plus facile. On va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est l'histoire des bandits qui ont tenté de dérober la Dragon Ball. Finalement, on la récupère dans la foulée et puis on repart en vaisseau. T'as gagné 10 minutes pour pas nous raconter grand-chose, véritablement. Tu vois, ça n'a pas transformé l'épisode. C'est pas le pire pour moi, même je dirais que le pire, et je pressens un truc, j'en avais parlé dans les commentaires, mais Toriyama Sensei, c'est lui qui a écrit Dragon Ball Daima. Mais n'oublions pas que quand tu écris une série, il écrit pas épisode par épisode. La personne qui écrit épisode par épisode, on vous le dit tout le temps, c'est Yuko Kakihara, c'est elle à la composition de la série, donc elle adapte le script de Toriyama pour les épisodes. Donc elle rajoute des trucs, forcément, elle écrit du liant pour pouvoir faire des épisodes vraiment. Lui, il a écrit juste la série, donc je mets un juste entre guillemets évidemment. Donc forcément, c'est plus de grandes lignes, même s'il y a des répliques et des interactions entre les personnages qu'il a écrits. Mais je soupçonne tous les passages qui ont été qu'on a vus répétitifs être en fait des reprises pour combler des reprises du scénario de Toriyama. Parce qu'on a vu épisode 3, une bagarre de bar, ils se font voler leur vaisseau. Comme par hasard, c'est ce qui va se passer ici avec Vegeta. L'interaction finalement avec Goku et tout ça ne sert à rien. J'ai l'impression que ça a été rajouté et calqué, fallait que ce soit du Toriyama. Donc j'ai l'impression que ça a été rajouté à partir d'un élément du scénario qu'il a vraiment écrit. Et qu'on a retrouvé déjà dans l'épisode 3. On avait eu ça avec quel élément, rappelle-moi ? Il y avait un autre truc comme avec ça qui Goku, les blagues, oui, avec les blagues, le côté un petit peu répétitif des blagues et le côté répétitif du vaisseau, les affaires qui prennent de la place, aller au ressort, aller machin. Et la police militaire, tout ça. Donc j'ai l'impression que dès qu'on va avoir des
des Redondance. places à combler, voilà, c'est ça, et ben on va avoir des éléments redondants de trucs qu'on a déjà vus parce qu'ils font partie du scénario de Toriyama, mais qui vont être réutilisés maintes et maintes fois parce que il faut avancer et on veut pas écrire n'importe quoi non plus qui serait pas de lui peut-être. Donc j'ai l'impression que la composition de la série de Yuko Kakihara, elle pêche sur ça. En tout cas, c'est mon avis. Peut-être manque de profondeur et d'accaparer le scénar d'un très Toriyamesque, pour inventer un mot, mais qui n'a pas été déjà fait précédemment. Peut-être un peu plus d'audace, où on se dit, ah oh, bien pensé, c'est très Toriyama ça. C'est ça, il faudrait de l'audace, différent. mais que ça rejoigne ce qu'il a écrit. Entre un point A et un point B qu'il a écrit, en fait, plutôt que refaire un truc qu'on a déjà vu, il faudrait écrire un nouveau passage, mais qui n'est pas du tout dans son scénario initial. Voilà, c'est une difficulté. Après, c'est notre point de vue, hein. C'est pas une vérité, mais c'est comme ça que je le ressens. Sinon, je ne saurais expliquer ces redondances, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, écoutez, dites-nous vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. S'il y a des choses en particulier que vous voulez évoquer, vous avez l'espace commentaire prévu à cet effet. On vous l'a dit, on vous le redit. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite des vidéos sur la chaîne, Daima et autres, bien entendu. Et pour ça, faut cliquer sur les boutons, abonnement, la clochette, tout, les colliers. Voilà, les colliers, même s'ils ont été explosés par Chine. Et on se retrouve très prochainement pour parler de Majin-Ku et peut-être d'autres Majin dans un épisode des prédictions de Baba. What Suivez bien. ce teasing? Matane.